Vous vous trouvez debout dans un couloir au fond de la ville interdite, l'année 1720. Les murs autour de vous sont peints en jaune impérial, mais l'air est saturé de peur et d'encens de jasmin. Vos pantoufles en soie ne font aucun son sur la pierre polie, tandis que vous suivez la personne âgée devant vous, son ombre dansant dans la lumière vacillante des bougies. Vous avez 15 ans et vous venez d'être sélectionné comme l'une des plus récentes concubines de l'empereur. L'eunuque s'arrête soudainement et se tourne pour vous faire face. Ses yeux tenant un mélange de pitié et d'efficacité froide. « Écoutez attentivement. Enfant, murmure-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du son lointain de l'eau qui coule des fontaines ornementales. Ce que je vais dire va déterminer si vous vivez ou mourrez dans cet endroit. Ce ne sont pas de simples coutumes ou traditions. Ce sont les chaînes invisibles qui lient chaque femme qui entre dans la chambre du Fils du ciel. Votre cœur bat contre vos côtes, réalisant que tout ce que vous pensiez savoir sur le luxe impérial et l'honneur était un beau mensonge. Les véritables règles de l'Empire sont sur le point d'être révélées, et elles sont bien plus étrangères et terrifiantes que tout ce que vous aviez pu imaginer. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, ajoute l'eunuque, si vous aimez apprendre les vérités cachées de l'histoire, considérez appuyer sur ce bouton et vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et, s'il vous plaît, commentez ci-dessous pour me faire savoir où vous écoutez. Je trouve cela incroyable que nous explorions ces histoires anciennes ensemble, provenant de différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée sur le passé. La première règle qu'ils vous apprendront est la plus fondamentale. Vous ne devez jamais tourner le dos à l'empereur, en aucune circonstance. Cela semble assez simple, jusqu'à ce que vous réalisiez ce que cela signifie réellement. Quand le Fils du ciel entre dans ses chambres, vous devez en quelque sorte manœuvrer pour que vous soyez toujours face à lui, même lorsque vous vous déshabillez, même lorsque vous vous déplacez dans la pièce, même lorsque vous effectuez les actes les plus intimes. Les femmes qui sont venues avant vous ont développé une capacité presque surnaturelle à se mouvoir latéralement, à pivoter et glisser comme des danseuses, ne permettant jamais à leur colonne vertébrale de se tourner une seule fois vers l'homme qui détient leur vie dans ses mains. Mais pourquoi? La réponse réside dans l'esprit paranoïaque du pouvoir absolu. Un empereur qui gouverne plus de 300 millions de sujets sait que la mort peut provenir de n'importe où, même des mains douces d'une belle femme. Une aiguille cachée, une lame dissimulée, du poison sous les ongles. Ce sont les armes qui hantent les rêves du plus puissant homme sur terre. Votre dos tourné vers lui représente un moment de vulnérabilité où tout pourrait être caché, où n'importe quoi pourrait être tiré. Vous apprenez cette leçon de Mine, une concubine qui a survécu 3 ans dans l'Empire. Elle se déplace à travers les chambres de l'empereur comme l'eau, jamais brusque, ne lui montrant jamais son dos. Quand elle a besoin d'atteindre quelque chose derrière elle, elle effectue un arc gracieux, ses yeux ne quittant jamais le visage de l'empereur. Quand elle retire ses robes, elle le fait avec un mouvement fluide, comme si cela avait été chorégraphié, chaque vêtement tombant pendant qu'elle reste dans un état éternel de génuflexion partielle. La deuxième règle est encore plus dérangeante. Vous ne devez jamais parler à moins que vous ne soyez prononcé. Et quand vous parlez, vous devez vous référer à vous-même à la troisième personne. Vous n'êtes pas moi. Vous êtes cet esclave indigne ou cette concubine humble. Votre identité, votre sens de soi, doit être effacé dès que vous entrez en sa présence. L'empereur ne fait pas l'amour aux gens. Il fait l'amour aux objets, aux navires qui existent uniquement pour son plaisir. Cette masse linguistique va bien plus loin que le simple protocole. Cela reprogramme votre cerveau, vous obligeant à penser à vous-même comme quelque chose de moins qu'humain. En quelques mois, de nombreuses concubines constatent qu'elles ne peuvent même plus se considérer comme moi lorsqu'elles sont seules. Ils sont devenus des êtres fragmentés, leurs pensées même colonisées par la grammaire de soumission. La troisième règle implique vos yeux, et c'est peut-être le plus psychologiquement dévastateur de tous. Tu ne dois jamais regarder directement dans les yeux de l'empereur pendant l'intimité. Votre regard doit être fixé sur un point juste en dessous de son menton, créant l'illusion de soumission tout en évitant le territoire dangereux du contact visuel authentique. Mais il ne s'agit pas de respect. Il s'agit d'empêcher l'empereur de voir votre âme, et, plus important encore, de vous empêcher de voir la sienne. Le contact visuel crée l'intimité, et l'intimité crée des complications. L'empereur doit être capable d'utiliser votre corps sans faire face à votre humanité. S'il voit la peur dans vos yeux, la douleur, le désespéré désir pour la maison, il pourrait hésiter. S'il voit l'intelligence brûlante derrière ton regard, il pourrait commencer à se demander ce que tu penses, quoi vous planifiez. Et si vous voyez dans ses yeux, vous découvrirez peut-être que le Fils du ciel est juste un homme, seul et effrayé,
essayant désespérément de prouver sa divinité à travers la conquête des corps des femmes. Mais l'aspect le plus tordu de cette règle est ce qui se passe quand elle est violée. Si vous rencontrez accidentellement son regard, vous devez immédiatement vous prosterner et demander pardon, non pas pour manque de respect, mais pour la présomption de le traiter comme un égal. La punition pour les violations répétées n'est pas la mort, mais quelque chose de pire. Vous êtes envoyé à servir dans les quartiers de l'Unique, où vous passerez le reste de votre vie comme un rappel aux autres femmes de ce qui se produit lorsque vous oubliez votre place. La 4e règle régit les moments les plus intimes de tous. Pendant l'acte lui-même, vous devez maintenir un silence complet, sauf si l'empereur commande spécifiquement que vous fassiez du bruit. Mais ce n'est pas de la discrétion ou de la modestie. C'est une question de contrôle. Votre plaisir, votre douleur, votre trait-souffle doit être réglementé par sa volonté. Si vous criez spontanément, vous reconnaissez que vous avez une réponse physique indépendante, un corps qui existe sous sa volonté. Cela ne peut pas être toléré. L'application de cette règle crée un théâtre horrible de l'intimité. Les femmes apprennent à tenir leur respiration, se mordre la langue jusqu'à ce qu'elles saignent, se dissocier si complètement de leur corps qu'elles ne ressentent rien du tout. L'empereur, quant à lui, devient accro au pouvoir de la commande de réponse. Il pourrait passer une nuit entière à essayer de briser le silence d'une femme, non pas par le plaisir, mais par la douleur, par l'endurance, à travers la simple affirmation de sa volonté sur son autonomie. Certaines femmes se brisent sous cette pression. Elles développent une condition que les médecins du palais ne peuvent pas nommer, une incapacité totale à produire du son, même lorsqu'elles sont seules. Elles vivent alors comme des spectres, leur voix volée par les exigences impossibles du désir impérial. La 5e règle concerne le timing et révèle la nature mécanique de la sexualité impériale. L'apogée de l'empereur doit toujours venir en dernier, mais pas parce que c'est de toute considération pour le plaisir de son partenaire. Au lieu de cela, c'est parce que sa libération représente le moment où l'ordre cosmique est restauré. Sa graine est considérée comme sacrée, une connexion directe au mandat divin du ciel. Pour qu'une concubine atteigne son apogée devant lui représenterait à suggérer que son plaisir mortel pourrait en quelque sorte remplacer la volonté divine. Cela crée un calcul cauchemardesque pour les femmes impliquées. Elles doivent constamment surveiller non seulement leur propre réponse, mais aussi lire les signes subtils de l'éveil de l'empereur. Elles deviennent des experts dans l'art de suppression, apprenant à retarder ou empêcher leur propre point, culminant par pure force de volonté. Certaines développent des techniques de distraction mentale si efficaces qu'elles peuvent réciter des poèmes entiers ou résoudre des calculs mathématiques complexes pendant que leurs corps sont utilisés. La 6e règle implique les conséquences, et c'est ici que la vraie cruauté du système devient apparente. Une fois que l'empereur a terminé, la concubine doit rester dans sa position, généralement prosternée, jusqu'à ce qu'il lui donne la permission de se déplacer. Cela peut durer des minutes ou des heures, selon son humeur. Mais pendant ce temps, elle n'est pas autorisée à se nettoyer, à ajuster sa position pour le confort ou à montrer le moindre signe d'inconfort physique. Le but de cette règle est de renforcer l'inégalité fondamentale de l'échange. L'empereur peut immédiatement revenir à son état normal, peut s'habiller, peut appeler des rafraîchissements, peut même invoquer d'autres concubines. Mais la femme qui vient juste de le servir doit rester figée dans une position de vulnérabilité absolue, son corps portant toujours la preuve de leur rencontre, jusqu'à ce qu'il décide de la libérer de ce dernier acte de soumission. La 7e règle concerne la grossesse, et elle révèle l'intersection complexe de la politique et de la biologie dans l'Empire. Si une concubine tombe enceinte, elle doit immédiatement le signaler à l'Unique et non à l'empereur lui-même. Mais voici la torsion. Elle doit signaler cela, même si elle n'est pas certaine, même si elle soupçonne seulement. La pénalité pour ne pas signaler une grossesse est la mort. Mais la pénalité pour avoir faussement rapporté l'une est un battement qui laisse des cicatrices permanentes. Cela crée un état de constante anxiété à propos de chaque fonction corporelle. Les femmes deviennent hypervigilantes à propos de leur cycle, de leur appétit, de leur niveau d'énergie. Elles développent des systèmes élaborés pour suivre et surveiller leur corps, transformant leur physique en une source de terreur plutôt que de force. Les chanceuses apprennent à lire les signes avec précision. Les malchanceuses devinent mal et supportent les conséquences sur leur peau. Mais l'aspect le plus insidieux de cette règle est ce qui arrive lorsqu'une grossesse est confirmée. La concubine est immédiatement isolée de toutes les autres femmes et placée sous constante surveillance. Elle n'est pas protégée. Elle est surveillée pour s'assurer qu'elle n'essaie pas de résilier la grossesse ou se blesser. L'héritier potentiel est précieux. La femme qui le porte n'est qu'un navire qui doit être maintenu fonctionnel.
La 8e règle concerne la présence d'autres femmes, et cela révèle la manière calculée dont la jalousie et la concurrence étaient armées dans l'Empire. Quand plusieurs concubines sont convoquées dans les chambres de l'empereur simultanément, il existe une hiérarchie stricte d'interaction. La concubine la plus favorisée mène, mais les autres doivent participer de différentes manières. Parfois comme public, parfois en tant qu'assistante, parfois comme concurrente dans des performances sexuelles élaborées. L'impact psychologique de cette règle ne peut pas être sous-estimé. Les femmes qui pourraient autrement former des alliances ou des amitiés sont forcées de se voir comme des menaces et des obstacles. Elles doivent exécuter le désir du même homme tout en rivalisant simultanément pour son attention. Elles doivent sembler profiter de scénarios qui les réduisent à des objets interchangeables, tout en maintenant la façade de l'individualité et de la dévotion. L'aspect le plus déchirant de cette règle est ce qu'elle fait aux amitiés authentiques. Les femmes qui se soucient sincèrement les unes des autres sont obligées de participer à la dégradation de l'autre. Elles doivent regarder leurs amis être utilisés et humiliés, et elles doivent parfois être les instruments de cette humiliation elles-mêmes. Les liens entre les femmes, qui pourraient autrement offrir du réconfort et de la résistance, sont systématiquement corrompus et armés. La 9e règle implique les humeurs de l'empereur, et elle démontre la norme impossible de perfection exigée des concubines. Elles doivent être capables de lire instantanément et de répondre à l'état émotionnel de l'empereur, ajustant leur comportement et leur attitude en conséquence. S'il est en colère, elles doivent être apaisantes mais pas présomptueuses. S'il est triste, elles doivent être réconfortantes mais pas pitoyables. S'il est festif, elles doivent être joyeuses mais pas trop enthousiastes. Cela nécessite un niveau presque surhumain d'intelligence émotionnelle et de maîtrise de soi. Les concubines deviennent des psychologues experts, étudiant chaque micro-expression, chaque changement de posture, chaque modification dans leur motif de respiration. Elles développent une compréhension intuitive du pouvoir et de l'ego qui ferait des diplomates modernes jaloux. Mais cette expertise arrive à un coût terrible. Elles perdent la capacité d'avoir des réponses émotionnelles authentiques de leur part. La 10e règle concerne la mémoire, et c'est peut-être la plus tragique de toutes. Les concubines doivent se rappeler chaque détail de leur rencontre avec l'empereur, ce qu'il dit, ce qu'il a fait, ce qui lui a plu, ce qui l'a déçu. Mais elles doivent aussi oublier ces rencontres dès qu'elles quittent ses chambres. Elles doivent maintenir un rappel parfait en sa présence et une amnésie parfaite en dehors de lui. Cela crée une conscience divisée que beaucoup de femmes trouvent impossible à maintenir. Elles développent des systèmes de classement mental élaborés, des façons de compartimenter leurs expériences pour qu'elles puissent y accéder en cas de besoin et les supprimer quand nécessaire. Certaines réussissent dans cet acte de jonglage psychologique. D'autres se brisent entièrement, développant des conditions que nous pourrions maintenant reconnaître comme des troubles dissociatifs. La 11e règle concerne la nature saisonnière du désir impérial. L'appétit sexuel de l'empereur suit les rythmes du calendrier agricole, avec des mois et des festivals spécifiques nécessitant différents types de performances et de présentations. Pendant les célébrations de la récolte, les concubines doivent incarner la fertilité et l'abondance. Pendant le solstice d'hiver, elles doivent représenter le retour de la lumière et de la chaleur. En période de guerre, elles doivent canaliser l'énergie martiale et la force. Cela signifie que les femmes doivent constamment se réinventer, devenir des représentations vivantes de concepts abstraits plutôt qu'êtres humains individuels. Elles doivent étudier non seulement les préférences personnelles de l'empereur, mais aussi la signification cosmique et politique des différentes périodes de l'année. Elles deviennent des actrices dans une production théâtrale élaborée, où le script est toujours en train de changer et les enjeux sont toujours la vie et la mort. La 12e règle implique la présence de témoins, et elle révèle la nature voyante du pouvoir impérial. Certaines rencontres doivent être observées par l'unique ou des concubines seniors, pas pour le plaisir de l'empereur, mais pour s'assurer que les règles sont suivies. Ces témoins sont nécessaires pour signaler toute violation, tout signe d'émotion authentique, toute preuve que la concubine connaît la rencontre comme autre chose qu'un devoir sacré. Cela crée un panoptique terrifiant de surveillance sexuelle. Les femmes ne savent jamais quand elles sont surveillées, jamais qui pourrait faire rapport sur leur performance. Elles doivent maintenir la façade de soumission parfaite, même lorsqu'elles pensent qu'elles ne sont pas observées, car les conséquences d'être prises dans un moment d'authenticité sont graves. La 13e règle concerne les cadeaux et les récompenses, et elle démontre la manipulation psychologique au cœur du système de l'harem. L'empereur confère occasionnellement des présents à ses concubines, des bijoux, des tissus, des délices. Mais ces cadeaux viennent avec des chaînes invisibles attachées. Accepter un cadeau signifie accepter une dette qui ne peut jamais être remboursée.
La concubine doit exprimer sa gratitude non seulement pour le cadeau lui-même, mais pour l'honneur d'être choisie pour le recevoir. Plus insidieusement, les cadeaux sont utilisés pour créer des hiérarchies et des jalousies chez les femmes. Une concubine qui reçoit un précieux cadeau devient une cible pour le ressentiment des autres. Mais refuser un cadeau est vu comme une insulte à la générosité de l'empereur. Les femmes sont piégées dans un système où chaque gentillesse est une arme et chaque récompense est une punition. La 14e règle implique les concubines et leurs familles, et cela révèle la véritable portée du contrôle des harems. Les femmes et leurs parents sont essentiellement organisés en otages pour assurer leur conformité. Mais la menace n'est pas seulement contre leur vie. C'est contre leur honneur, leur statut social, leur capacité à se marier et à avoir des enfants. La concubine qui débute dans l'Empire ne se contente pas de risquer sa propre mort. Elle risque la destruction de tous ceux qu'elle a jamais aimés. Cela crée un fardeau psychologique qui s'étend bien au-delà des murs de la ville interdite. Les concubines portent le poids de plusieurs générations sur leurs épaules. Elles doivent jouer non seulement pour leur propre survie, mais pour la survie de toute leur famille, doublée. Le système garantit que même dans leurs moments les plus intimes, elles ne sont jamais vraiment seules. Les visages de leurs parents, leurs frères et sœurs, leurs nièces et neveux regardent toujours. La 15e règle concerne le vieillissement, et c'est peut-être le plus inévitablement tragique de tous. À mesure que les concubines vieillissent, elles doivent trouver des moyens de maintenir leur attrait sans sembler essayer trop fort. Elles doivent vieillir gracieusement, mais pas sensiblement. Elles doivent accepter leur diminution de statut tout en rivalisant pour l'attention de l'empereur. Elles doivent encadrer les concubines plus jeunes tout en sachant que ces mêmes femmes finiront par les remplacer. Les rituels de beauté deviennent de plus en plus désespérés et dangereux. Les femmes utilisent des cosmétiques à base de plomb qui empoisonnent leur peau. Elles subissent des procédures douloureuses pour maintenir leur jeune apparence. Elles développent des troubles alimentaires et des compulsions d'exercice dans leur tentative de retenir le temps. Les chanceuses meurent jeunes avant de devoir faire face à la lente dégradation de leur valeur dans les yeux de l'empereur. La 16e règle implique la mort, et cela nous amène au coin le plus sombre du système de l'harem. Quand un empereur meurt, ses concubines sont confrontées à un choix qui n'est pas vraiment un choix du tout. Elles peuvent se porter volontaires pour être enterrées avec lui, assurant ainsi leur honneur et la sécurité de leur famille. Ou elles peuvent vivre comme des veuves, marquées à jamais par leur association avec un souverain mort, jamais capables de se remarier ou d'avoir des enfants à elles. La préparation à cette règle finale commence dès le moment où la concubine entre dans l'harem. Elle doit cultiver une relation avec la mort, doit apprendre à la voir non pas comme une fin, mais comme l'accomplissement du devoir. Elle doit écrire des lettres à sa famille expliquant son choix, composer de la poésie sur sa dévotion, et participer à sa propre mythologie alors qu'elle se prépare à sa propre destruction. La 17e règle est sur la résistance. Et c'est ici que nous voyons la force incroyable et l'ingéniosité des femmes qui ont survécu à ce système. Malgré tout ce qui a été conçu pour les briser, elles ont trouvé des moyens de maintenir leur humanité, leur lien avec les autres, leur sens de soi. Elles ont développé des langues secrètes, des conversations codées, des rituels cachés qui leur ont permis de se rappeler qui elles étaient sous les rôles qu'elles ont été contraintes de jouer. Certaines formes de résistance étaient subtiles. Un coup d'œil tenu trop longtemps. Une chanson fredonnée juste légèrement hors de la clé. Une manière de disposer des fleurs qui a énoncé des messages dans une langue que seules les concubines pouvaient lire. D'autres formes étaient plus dramatiques. Des complots de suicide élaborés, des tentatives d'évasion, des grossesses secrètes cachées aux autorités du palais. Les femmes qui ont tenté ces actes de rébellion connaissaient les conséquences, mais elles ont choisi de tout risquer pour des moments de choix authentiques. La 18e règle concerne l'amour, et c'est la plus complexe et déchirante de toutes. Les concubines sont interdites de ressentir une véritable affection pour l'empereur, mais elles sont également interdites de ne pas en ressentir. Elles doivent simuler l'amour si parfaitement qu'il devient indiscernable de la vraie chose. Mais elles doivent aussi maintenir une distance émotionnelle suffisante pour survivre au rejet inévitable et au remplacement. Cela crée un fil psychologique sur lequel peu de femmes peuvent marcher avec succès. Certaines tombent dans un véritable amour et en sont détruites. D'autres maintiennent une telle émotion complète de détachement qu'elles deviennent incapables de ressentir quoi que ce soit du tout. Les rares femmes qui trouvent l'équilibre parfait entre la simulation et la protection paient souvent ces compétences avec leur santé mentale, devenant des artistes tellement accomplis qu'elles perdent la trace de leurs propres émotions. La 19e règle implique la mort de l'empereur et elle révèle la disposition ultime des concubines et de leur vie. Quand le Fils du ciel meurt,
Les femmes qui l'ont servi deviennent des rappels dangereux du précédent régime. Elles en savent trop, ont vu trop, représentent trop de l'ancien pouvoir. Le nouvel empereur doit soit les éliminer, soit trouver des moyens de neutraliser leur influence. La chance sourit à celles qui sont envoyées dans des temples éloignés pour vivre leur jour en tant que religieuses bouddhistes. Les malchanceuses disparaissent simplement, leur sort restant sans trace dans les documents officiels. Les vraiment malheureux sont maintenus en vie, mais relégués au niveau les plus bas de la hiérarchie du palais, servant de rappel à la nouvelle génération de concubines sur la nature temporaire de la faveur impériale. La 20e et dernière règle est oubliée, et cela nous ramène à notre point de départ. Les femmes qui survivent au système du harem doivent apprendre à tout oublier, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont vu, tout ce qu'elles ont été forcées de faire. Elles doivent devenir vides, comme des coques vides, prêtes à être remplies avec de nouvelles fins et de nouvelles identités. Mais oublier n'est pas effacer. Les souvenirs restent enterrés profondément dans le corps et l'inconscient. Ils refont surface dans les cauchemars, dans des moments soudains de panique, dans l'incapacité de faire confiance, d'aimer ou de croire en leur propre valeur. Les femmes portent ces cicatrices invisibles pour le reste de leur vie, des rappels du chemin parcouru dans un système qui appréciait plus leur beauté que leur humanité. Alors que vous vous tenez maintenant dans ce même couloir où nous avons commencé, plus âgé, plus sage et infiniment plus fatigué, vous comprenez que l'étrange chambre et les règles du harem impérial n'ont jamais été vraiment à propos du sexe. Elles étaient à propos du pouvoir. Le pouvoir de réduire les êtres humains à des objets, de transformer l'amour en une performance, de rendre la survie contingente sur la reddition complète de soi. L'unique qui a d'abord chuchoté ces règles à votre oreille est mort depuis longtemps, enterré dans une tombe comme tant d'autres qui ont servi la cité interdite. L'empereur que vous connaissiez a été remplacé par son fils, qui a lui-même été remplacé par son fils, dans un cycle sans fin de puissance et de soumission. Mais les règles restent transmises comme une langue secrète d'une génération de femmes à la suivante. Vous avez survécu en oubliant comment être humaine et en apprenant comment être nombre. Vous avez maîtrisé l'art de sembler exister tout en disparaissant réellement. Vous êtes devenu une experte de la performance du désir, de la simulation de soumission, de la navigation minutieuse d'un monde où un seul faux pas peut signifier la mort. Et maintenant, alors que vous vous préparez à chuchoter ces mêmes règles à un autre enfant de 15 ans effrayé, vous réalisez que vous êtes devenu le système que vous craigniez autrefois. Vous êtes la chaîne qui relie le passé à l'avenir, le gardien de la connaissance qui aurait dû mourir avec le dernier empereur. Vous êtes la raison pour laquelle cette étrange chambre et ses règles ne disparaîtront jamais vraiment, peu importe combien de dynasties montent et descendent. La fille debout devant vous a les mêmes yeux écarquillés que vous aviez autrefois, le même regard plein d'espoir, croyant qu'elle est sur le point d'entrer dans un monde de luxe et d'honneur. Vous savez mieux maintenant. Vous savez qu'elle est sur le point d'entrer dans un monde où la règle la plus étrange de tout est que, pour survivre, elle devra apprendre à oublier qu'elle a jamais été humaine. Dans la lumière vacillante des bougies, vous commencez à parler. Votre voix porte le poids de siècles, vous mots tissant une autre chaîne invisible, un autre cycle sans fin de puissance et de soumission qui définit le harem impérial. Et quelque part au loin, vous pouvez entendre le son de l'eau qui coule des fontaines ornementales. Le même son qui vous a accueilli dans cet endroit il y a tant d'années. Le même son qui accueillera d'innombrables autres filles dans les années à venir. Les règles ne changent jamais. Seuls les visages changent.